Donc il n'y a pas de secret, il faut quand même connaître ses bases. Il faut savoir aussi justement pourquoi, comme on m'avait dit, pourquoi JP Morgan. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on veut avoir une expérience donc en finance. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait la différence entre JP Morgan ou Morgan Stanley. Mais pour moi, c'est quand même important quand je vois un candidat arriver, de me poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? Au-delà de est-ce qu'elle est extraordinaire pour me faire des analyses financières. C'est un métier exigeant dans lequel on peut finir tard. Alors quand on commence, je dirais c'est entre 50 et 80, mais ça dépend des banques. C'est une semaine, vous allez à Londres avec les grandes banques américaines. Donc c'était un métier global. Et là, c'est là où je me suis dit, c'est ce que j'aimerais faire. Donc là, depuis des années, il n'y a pas un jour, je pense, où je suis sortie de JP en soirée en me disant j'ai rien appris aujourd'hui. C'était ennuyeux. On ne travaille pas avec une machine ou sur un ordinateur. On travaille vraiment pour des personnes réelles. Et c'est quand même très valorisant de voir, j'ai travaillé sur ce projet-là pendant des mois et voici le résultat maintenant. Les journaux en parlent. Quand je voulais faire de la banque d'affaires, je pensais que les gens étaient vraiment pas sympas. Alors que aujourd'hui, mes amis les plus proches étaient des gens en banque d'affaires. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Plein de Grandes Écoles. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de Jeune Dib. Je suis accompagné de William qui est Investment Banking Associate chez JP Morgan. On va revenir sur son parcours à EM Lyon, sur son parcours et sa trajectoire chez JP Morgan, sur tout ce qu'il faut savoir concernant ce métier en finance et en IB plus spécifiquement. Hello William, comment tu vas ? Très bien, merci. Merci pour votre accueil et très ravi d'être ici. Merci beaucoup William. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire qui t'a conduit ensuite à EM Lyon Business School ? Alors, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire au lycée, mais je savais que je voulais faire soit de la finance, soit être une businesswoman. Bon, je m'étais dit quel est le choix d'excellence pour ça, comme j'étais assez bonne élève. Et puis, j'ai décidé d'aller en prépa ECS. J'ai fait du coup mes années de prépa ECS et j'ai intégré l'EM Lyon. Et ma première année de l'EM Lyon, je me suis dit comment je peux valoriser au maximum mon diplôme de l'EM. Et à cette époque-là, parce que je viens de CS et j'étais au lycée scientifique, pour moi, c'était être ingénieur également et avoir cette double casquette entre être cette rigueur et de l'ingénierie avec l'EM Lyon. Donc là, j'ai repassé des épreuves écrites et ensuite des épreuves orales pour intégrer Centrale. Donc j'ai fait mes 3 ans à Centrale en parallèle de l'EM Lyon et ensuite j'étais revenue à l'EM Lyon pour ma dernière année. Donc ça, c'est mon parcours, on va dire, universitaire. Magnifique. Et comment s'était passé ta prépa ? Comment tu avais appréhendé tes années de prépa ? Est-ce que tu l'as bien vécu ou pas ? Enfin, ça s'est passé comment la prépa pour toi ? Je l'ai bien vécu. Mais je me rappelle que c'était avec un peu de recul aujourd'hui, c'est la première fois où on arrive, où on est en fait tous bons, parce qu'au lycée, je pense qu'on était tous les meilleurs de nos classes, et on arrive en prépa, et là c'est un coup parce que tout le monde était bon, et donc là on se remet un petit peu en question, on dit est-ce que j'étais vraiment la meilleure, etc. Au début, il y a quand même un temps d'adaptation. Où tout le monde est excellent, il faut s'adapter, il y a beaucoup de rigueur, il y a aussi une gestion du stress, il y a un concours à préparer, c'est la première fois de notre vie qu'on passe un concours et puis il y a quand même énormément d'informations à acquérir en très peu de temps. Donc je pense que là, jusqu'à aujourd'hui, c'est des compétences que j'utilise dans mon travail au quotidien. Mais avec du recul, je pense que c'est une très bonne expérience et je la conseille à tous les étudiants. Tu vois aujourd'hui une différence, le fait d'avoir fait prépa, ça te permet d'être beaucoup plus rigoureuse dans ton métier en finance qui est très exigeant, très prenant ? Tout à fait. Ça, c'est hyper intéressant. On va pouvoir y revenir ensuite. Donc, lorsque tu intègres EM Lyon, ensuite, tu poursuis chez Centrale. Donc, pour rappel, d'intégrer EM Lyon, donc tu as fait ta classe préparatoire, concours BCE classique. Une fois que tu intègres EM Lyon, étant donné que tu avais l'option maths approfondie, pour ceux qui sont ECG aujourd'hui, c'était l'équivalent de CS à l'époque, tu peux postuler pour Centrale Lyon. Ici, tu as des épreuves additionnelles, écrits et oraux. Et en fonction des résultats que tu as, derrière, tu peux prétendre à Centrale. Et donc, comment s'est passé la complémentarité finalement de ces deux programmes entre Centrale et l'EM. Donc refais-nous un petit peu la trajectoire du moment où tu intègres EM Lyon et ensuite la segmentation entre Centrale et l'EM. La première année, on est 100% à l'EM. Et en première année, on fait une demande pour ce double diplôme-là.
Donc, tout d'abord, c'est des CV et ensuite, on passe des épreuves écrites. C'est pas toutes les épreuves, bien sûr, de MP, OPC, etc. Donc, c'est quelques épreuves que Centrale demande, mais c'est des épreuves scientifiques et rigoureuses, donc il faut bien quand même préparer. Tu avais bossé un peu en plus. Oui. Ouais. J'avais pas mal bossé. C'est pas facile. Et au final, on était quand même beaucoup à avoir passé ces examens-là et on n'était que 5 à être pris à la fin. Donc, il faut le prendre sérieusement quand même et réviser. C'est très helpful si vous avez des amis qui sont prépa justement MP, OPC ou qui sont dans des écoles d'ingénieurs pour aider à la préparation. Et ensuite, moi j'avais quelques amis d'ailleurs, puisque dans ma prépa il y avait aussi PC et MP que j'avais recontacté pour préparer ces concours, parce que c'est très similaire. En tout cas, à mon époque, c'était très similaire aux concours aussi que les autres passaient à l'écrit, que les prépas scientifiques donc, passaient pour rentrer aussi à Centrale. Et ensuite, une fois qu'on est sélectionné à la suite des épreuves écrites, donc on passe les épreuves orales. C'est les mêmes épreuves qu'on a passées à l'écrit qu'on repasse à l'oral. Et puis voilà, et ensuite il y a un entretien, comme un entretien d'embauche pour pourquoi en fait on veut aller à Centrale. C'est quoi notre projet professionnel, donc des petites questions comme ça qu'il faudra aussi réviser. Est-ce que ton projet professionnel était déjà défini à ce moment-là? Tu voulais déjà faire carrière en finance? À quel moment tu as eu ce déclic de dire je veux tryhard, je vais aller en finance là? Du tout. Et je me rappelle très bien ce que j'ai dit à l'oral à l'époque. En première année à l'EM Lyon, ils nous avaient demandé de créer une société, un produit et de le marketer. Voilà, ça faisait partie d'un cours. Le cours PCE, c'est ça? Oui, exactement, voilà, ce même cours-là. Et moi, je me rappelle, j'avais pas mal d'idées, etc. Mais j'avais pas ce profil ingénieur, donc je savais pas exactement la technicité du produit. Donc, il y a bien sûr le côté marketing du produit, le côté go-to-market, etc., tout ce qu'on nous apprend. Mais ensuite, il y a le produit en lui-même. Et j'avais pas mal d'idées, mais je ne savais pas coder à l'époque, je ne savais pas la technicité des produits, etc. Et je me suis dit... franchement, ça aurait été bien d'avoir cette double casquette ingénieur. J'aurais à la fois compris le produit, mais aussi l'EM Lyon, c'est le management, c'est la compréhension du business, etc. Cette double casquette, pour un entrepreneur, par exemple pour les personnes au-delà de la finance qui veulent faire de l'entrepreneuriat, c'est génial. Et moi, je me rappelle à Laura ce que je leur ai dit. Je leur avais dit que, à l'époque, j'étais en première année, je savais même pas exactement en IB qu'est-ce qu'on faisait. Donc à l'époque, c'est ce que je leur avais dit en entretien, que j'avais un projet entrepreneurial, que à l'EM, j'ai découvert que j'ai toutes ces compétences. D'ailleurs, on a des profs excellents à l'EM sur tout ce qui est business, go-to-market, etc., qui nous apprennent ce côté business-là. Mais ensuite, si on n'a pas la technicité du produit derrière et du code, etc., c'est un peu... C'était un peu plus difficile, du coup, de monter cette entreprise... dans ce secteur-là, en tout cas, secteur industriel. Donc, projet entrepreneurial initialement, et à quel moment tu tombes dans la finance? Peut-être en premier stage Alors, c'est grâce à l'Asso Finance. D'ailleurs, je ne sais pas si... mais en tout cas, s'ils voient ça, c'est vraiment grâce à eux, parce que je vais à une des conférences qu'ils ont fait, et ils avaient parlé d'un Spring Internship. Alors, moi, à l'époque, je ne savais pas c'était quoi exactement un Spring Internship. Ils ont dit, c'est une semaine, vous allez à Londres avec les grandes banques américaines, et puis selon ce que vous allez faire, donc que ce soit les personnes qui veulent faire sales trading ou alors qui veulent faire IB, etc., c'est une semaine dans laquelle on apprend le métier. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est juste une semaine, ça va me permettre d'être à Londres, c'est une expérience quand même professionnelle et dans un monde que je ne connais pas très bien. Je savais très bien c'était quoi sales et trading, mais je ne savais pas très bien en IB qu'est-ce qu'on faisait exactement. Donc moi j'avais postulé en IB et j'ai eu pas mal de banques. À l'époque j'avais fait un stage et j'avais travaillé à la Banque de France et ensuite j'ai travaillé en conseil. Et donc, je n'avais pas encore fait de l'IB quand j'avais fait mon Spring. Et j'ai eu JP Morgan, du coup, là où je travaille aujourd'hui. Et donc, j'ai fait cette semaine-là. C'était génial. Là, j'ai découvert un métier qui, à la fois, il y avait le côté technique, donc financier, le côté comprendre le monde, la géopolitique, comprendre les business, ce que fait exactement la société. Donc, c'était un métier global. Et là, c'est là où je me suis dit, c'est ce que j'aimerais faire.
Et à la fin, j'ai repostulé ensuite pour les SAMR. Et ça, un SAMR, c'est 2 mois et demi. Donc pareil, dans la plupart des banques d'investissement, en tout cas à Londres, font à la fois le Spring, qui est pour les étudiants de première, deuxième année en général, maximum. Et ensuite le Summer qui se fait 1 an avant qu'on soit diplômé. Donc en général, tu as une offre à la fin du Summer pour revenir l'année d'après. Et donc avant ça, tu nous parlais d'une expérience en Banque de France. Tu peux revenir là-dessus parce que tu as déjà mis un pied à l'étrier de la banque et du secteur de la finance quand même. Oui, mais je dirais pas que c'était pas vraiment de la finance. Donc la Banque de France, je faisais plutôt de la gestion de projet. Donc c'était un premier stage de première année. Donc c'était pas encore. Oui, bien sûr, il y a certains secteurs de la Banque de France comme la CPR, etc. Donc qui travaillent main dans la main avec des banques. Mais moi, mon département, je faisais vraiment de la gestion de projet. Et d'ailleurs, en conseil, par la suite, j'ai fait du conseil en FIG, donc toujours dans le secteur bancaire, et c'était aussi de la gestion de projet. Et donc une première expérience en Banque de France, ensuite un événement de transaction EM Lyon qui t'a permis de découvrir les Spring puis les Summer, et donc là c'est là où tu commences à te familiariser avec JP Morgan et le secteur de l'IB, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as un cours, une expérience, outre que là cet événement de transaction qui t'a permis justement d'en savoir un peu plus sur le secteur de la finance, de te former? Est-ce que tu as un souvenir marquant par rapport à ça? Une fois que j'étais allée en Spring, donc je savais ce que vraiment je voulais faire. En tout cas, pour l'instant, j'étais encore dans mes premières années à l'EM. Donc, je m'étais inscrite parce qu'il faut savoir qu'à l'EM, on avait des cours à la carte. Et donc, du coup, ça, c'est en quelque sorte aussi un petit peu entrepreneurial dans le sens où je pouvais structurer mon parcours à l'EM Lyon selon ce que je voulais faire plus tard. Donc, moi, j'avais pris des cours qui étaient vraiment spécialisés dans la finance d'entreprise, que ce soit le cours de finance d'entreprise, les valorisations financières. J'avais aussi des cours de négociation. Donc j'ai choisi mes cours selon justement ce que je voulais faire. J'ai aussi pas mal profité du réseau de l'EM et ça je le conseille vraiment. C'est quelque chose qu'au début, parce qu'on vient de prépa, on n'y pense pas directement, on est vraiment dans l'académique. Et on le sous-estime aussi. On le sous-estime. Mais moi, la force aujourd'hui de l'EM, jusqu'à maintenant, là, je fais plus de cours à l'EM depuis des années. Par contre, le réseau de l'EM, il est toujours actif. Que ce soit des gens plus seniors que moi, que je rencontre de l'EM Lyon qui sont dans le domaine de la finance, ou même des gens de ma génération, etc. Et ce réseau-là m'a permis aussi de contacter des personnes et de comprendre exactement c'est quoi leur day-to-day work et est-ce que je me vois vraiment commencer et continuer ma carrière dans ce secteur-là. Donc au-delà des stages, il y avait les cours de l'EM Lyon, il y avait les associations de l'EM Lyon et il y avait le réseau qui était très important également. Et après aussi Lyon qui a été un tremplin pour aller faire le double diplôme avec Centrale et avoir cette double casquette. Donc ça c'est hyper intéressant. Est-ce que quand tu étais à l'EM, tu étais dans une association de ton côté? Oui, j'étais dans l'association géopolitique, diplomate. À l'époque, je ne sais pas s'ils y sont encore, mais oui, en effet, j'étais dans l'associatif et mon objectif, c'était de récolter les fonds. Je participais également à des événements qu'on appelait les Moon, donc où c'était des négociations sur un sujet où il y avait une partie qui défendait une thèse et l'autre partie l'antithèse. Et on faisait notamment, on pouvait aller à Genève, aux institutions, donc voilà. Et Nations Unies. Ok, hyper intéressant. Donc ensuite, pour revenir sur ta période de stage, donc tu fais le Spring chez JP Morgan. Donc c'est là où tu commences à te familiariser. Ça y est, tu tombes amoureuse, j'ai envie de dire, de ce secteur de l'IB. Et ensuite, comment ça se passe, ta relation avec JP Morgan et ensuite avec ce secteur de l'IB durant ton parcours? Du coup, j'avais fait mon Spring. Et j'ai fait mon summer aussi chez JP. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière aussi chez JP. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle chez JP une bébé JP. Donc, et je continue aujourd'hui. Je suis associate au bureau de Paris. Et je suis en ce qu'on appelle France Investment Banking. Donc, je fais des opérations de fusion-acquisition, les introductions en bourse également. Et on fait aussi des levées de dettes. Avec du recul, qu'est-ce que tu aurais fait de différent au sein de ton parcours à l'EM? Parce qu'il n'y a rien à faire de différent, parce que tu as quand même un parcours qui est remarquable à ce niveau-là. Je pense que j'aurais compris l'importance du réseau dès le début
Et ça, je l'ai compris vraiment en dernière année. On a un site dédié pour les anciens de l'EM. Je ne sais pas s'il est toujours actif, mais à l'époque, mais j'avais vraiment commencé à utiliser ces ressources-là vers la fin. Et je pense que dès le début, j'aurais plus utilisé ce réseau-là. Et puis, juste plus généralement, bon, comme j'étais partie à Centrale il y avait une très grande rigueur quand même pour valider les matières de Centrale, j'ai pas nécessairement profité de le côté associatif, le côté, voilà, l'ambiance de l'EM Lyon. Et aujourd'hui, quand je parle avec mes amis qui ont fait tout au long l'EM Lyon, je dis, j'aurais dû profiter un peu plus, voilà, de Après, ils peuvent pas se targuer d'avoir le double diplôme avec Centrale. Mais bon, faut faire des choix forcément. Et voilà. Tu as choisi l'exigence. Comment EM Lyon est perçu dans le secteur des banques d'affaires? On parle souvent des target schools, notamment dans le secteur du conseil en stratégie. On peut le transposer pas mal au secteur de la banque d'affaires. Donc, comment EM Lyon est perçu dans les banques d'affaires les plus prestigieuses, Goldman Sachs, Rothschild, JP Morgan? Alors moi, j'ai commencé ma carrière à Londres. Donc, je peux vous parler de Londres. Donc, à la fois que ce soit mes stages, donc le Spring et le Summer que j'avais fait, c'était à Londres. Et moi, j'ai commencé en tant qu'analyste dans l'équipe Tech Investment Banking à JP Morgan à Londres. Avec mon CV, il y avait dessus l'EM Lyon et j'ai été, donc j'ai été admise dans que ce soit pour les stages, que ce soit en full-time. Et on est plusieurs de l'EM Lyon qui avons commencé notre carrière à JP Morgan. Donc, je ne suis pas directement avec le contact les RH pour voir, voilà, ce qui target ou pas, mais en tout cas, on peut tout à fait avoir son stage et son full-time et commencer sa carrière dans le centre de la finance comme européenne qui est Londres et dans les grandes banques en venant de l'EM. Et toi, par exemple, dans ton bureau à Paris, quelles sont les écoles qui sont représentées, que ce soit école de commerce, école d'ingénieur, top université à tes côtés? Les meilleures, en effet, écoles de commerce. Et il y a quelques écoles d'ingénieurs, mais pas beaucoup pour l'instant. Et également quelques-uns qui viennent aussi de Dauphine. Ok. Voilà. Et en termes d'écoles, si tu peux les citer? HEC, l'ESSEC, le SCP. Est-ce que tu peux nous raconter le process de recrutement chez JP Morgan, que ce soit en Spring, Summer ou alors pour intégrer l'équipe full-time? Comment se structure le process de recrutement? Il faut que je m'en rappelle. Vas-y. Alors pour le Summer, je me rappelle d'abord, il y a une sélection de CV, donc on envoie d'abord son CV. Parfois ou pas, selon où on postule, il y a une lettre également de motivation à envoyer. Par la suite, il y a 3 questions auxquelles on doit répondre en vidéo, donc de chez soi. Donc vidéo assessment où il pose 3 questions et on a 1 minute, 2 minutes pour y répondre. Et ensuite, si on passe tout ce process-là, on avait une journée ce qu'on appelait Assessment Center où il y avait des entretiens en face. Donc on allait à Londres et c'était 3 entretiens en face à face, à la fois technique et fit. Voilà, avec potentiellement des études de cas selon les banques. Voilà. Pour le full-time, c'est un peu le même process. Pour analyste, en tout cas analyste 1, donc quand on arrive le premier grade qu'on a, c'est à peu près le même process. Donc on envoie son CV. Selon les banques, il y a des lettres de motivation. Et il y a aussi des tests psychotechniques selon les banques. Ensuite, il y a souvent d'abord en vidéo, donc les questions, et par la suite un assessment center, donc avec plusieurs entretiens, minimum 3 en général, à la fois technique, des études de cas, mais aussi le fit. Très intéressant. Quelles sont les différences que tu as remarquées entre Paris et Londres en termes que ce soit de recrutement, d'équipe ou de projet? Alors à Londres, c'est des énormes équipes. On parle donc nous, je vais parler de JP Morgan, mais sous pas mal de banques s'organisaient de la même manière, mais à Londres, donc ça va être le siège en général de la région EMEA, donc Afrique, Europe et Moyen-Orient, et les équipes sont divisées par industrie, en tout cas en investment banking. Et chaque équipe industrie, donc moi par exemple j'étais en tech, il y a l'équipe industrials, il y a l'équipe healthcare, il y a l'équipe énergie, et c'est des grandes équipes. Donc
par niveau, il y a quand même bien plus de personnes qu'à Paris. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Ensuite, nous, à Paris, donc, on ne va pas être spécialisé en général, les juniors en tout cas, par industrie, mais plutôt sur les entreprises françaises. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on va couvrir les entreprises françaises, mais plusieurs industries. Et en France, en analyste 1 en tout cas, on va prendre entre 2 à 3 personnes. Ça dépend des années, c'est pas du tout fixe. Voilà, faut pas le prendre comme une règle générale, mais juste pour avoir une idée du nombre entre 2 et 3, alors qu'à Londres, on parle d'une centaine. Mais il y a plus de concurrence aussi, et une concurrence qui est internationale à Londres. Il y a plus de concurrence, certes, mais pour moi, il y a quand même bien plus de place et je trouve que ça reste équivalent. Est-ce que tu as une anecdote marquante, toi, lors de ton process de recrutement chez JP Morgan, quelque chose qui est déroutant, quelque chose qui s'est passé d'un peu croustillant? C'était ma première fois, je pense, à Londres déjà pour passer à l'époque, le Spring Internship. C'était ma première fois à Londres. Et la première chose qui m'avait marqué, c'était quand je sors de la station de train, donc Saint-Pancras, et que les voitures, elles passaient pas dans le bon sens. Et je pense que avant d'arriver entre Saint-Pancras de ma première fois à Londres, alors que j'étais en train de réfléchir au stage et j'étais déjà dans le mood de tu vois les voitures à l'envers, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Et j'avais les voitures à l'envers et je pense que ce jour-là, j'allais mourir au moins 5 ou 6 fois entre Saint-Pancras et mon arrivée à l'hôtel. Donc ça c'est resté dans ma tête parce qu'à chaque fois je me disais mais les gens qui klaxonnaient, j'avais pas en fait compris que voilà. Donc ça c'était un peu resté dans ma tête jusqu'à maintenant. Bon. Ok, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait choisir JP Morgan plus qu'une autre banque d'affaires lorsqu'il y a eu par exemple cette présentation de transactions? J'imagine qu'ils ont présenté plusieurs Spring, plusieurs banques de fait. Pourquoi JP Morgan a retenu ton attention particulièrement? Parce que c'est la meilleure. Ouais. Voilà, pour moi, c'est la meilleure. Et je connaissais Jamie, je ne connais pas personnellement, mais je regarde énormément de vidéos sur Jamie Dimon et je trouve que c'est un personnage très charismatique et je suis souvent d'accord avec ce qu'il dit. Et voilà, je pense que pour moi, c'était la meilleure option. Voilà. Il y a énormément de candidats. Qu'est-ce qui a fait selon toi la différence? Qu'est-ce qui a fait quel est l'extra mile qui a fait que voilà, c'est William qui a été prise plus que d'autres candidats à ce moment-là et derrière qui a commencé une très belle carrière parce que tu as commencé là une très belle carrière, on peut le dire, chez JP. Il faut se venir préparer, donc il n'y a pas de secret. Il faut quand même connaître ses bases. Il faut savoir aussi justement pourquoi, comme on m'avait dit, pourquoi JP Morgan. Parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on veut avoir une expérience. Donc en finance, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait la différence entre JP Morgan ou Morgan Stanley ou Goldman Sachs. Il y a une différence, par exemple, je peux en nommer une pour les étudiants, qui est que JP Morgan, elle a une balance sheet et par exemple, comparé à d'autres banques, nous, on est aussi une banque de financement. Goldman Sachs ne l'est pas, par exemple. Mais il y a aussi d'autres différences qui sont culturelles, notamment. Moi, à JP Morgan, je fais partie de pas mal aussi d'associations. Et que ce soit des associations donc, en interne de JP Morgan, par exemple, on a une association qui s'appelle Next Gen, on a une association qui s'appelle Women on the Move. Donc, comme en école, vous allez retrouver un peu comme en école ces types d'associations-là. Et ça, c'est une spécialité quand même de banques américaines plus que des banques françaises. Donc, ça aussi, c'est une différence. Et notamment aussi ce qu'on appelle le give back. Hein. Pour moi, c'est important de give back. Je ne veux pas oublier, il n'y a pas que le travail et que l'investment banking. Et avec JP Morgan, par exemple, on travaille avec les Restos du Cœur en France. À Londres également, j'ai aidé des étudiants, des lycéens. Donc, il y avait quand même ce give back. Et donc, au-delà, pour choisir quand même où on veut travailler, bien sûr, on regarde les résultats et voilà quelle banque on veut aller, la meilleure, mais aussi quelle culture on veut avoir. Ça, c'est important. Et quelles sont les erreurs que les candidats font généralement pour se préparer aux entretiens en IB ou alors lors du processus de recrutement? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre et qui sont trop souvent commises par les candidats en grande école? Négliger le fit.
Ça, c'est vraiment, ça fait la différence. Quand on est trop focus sur la technique et finalement on néglige le fit et on se dit bon bah ça c'est pas grave. Moi aujourd'hui, juste on prend un step back et je me dis avec qui j'ai envie de travailler. Je sais que les étudiants venant de grandes écoles avec prépa, que ce soit d'écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, ils peuvent apprendre la technicité. Donc ils peuvent apprendre à faire un DCF, peuvent apprendre à faire un LBO. Par contre, la personnalité d'une personne, et est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là, quelles sont les qualités et les défauts de cette personne-là, ça c'est inné quand même chez une personne. Bien sûr, ça se prépare, on s'adapte, ça fait partie du métier aussi de s'adapter. Mais pour moi, c'est quand même important quand je vois un candidat arriver, de me poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ? Au-delà de est-ce qu'elle est extraordinaire pour me faire des analyses financières. Donc ça, c'est à préparer et pour moi, c'est très important. Et on n'y pense pas quand on prépare les entretiens parce qu'on y focus, bien sûr. Nous, on vient de l'académique, donc on prépare nos analyses financières en général. Ok, voilà. Bon, mais très, très clair, merci William. Tu étais analyste, puis associate, il y a différents grades. Est-ce que tu peux nous parler des différents grades et des responsabilités de chacun des grades lorsqu'on intègre une banque d'affaires ? Oui, bien sûr. Alors, en effet, donc il y a analyste, ensuite associate, ensuite vice-président, ensuite executive director et managing director. Donc analyste, dès que vous aurez fini votre SAMR, par exemple si vous faites des SAMR et que vous avez une offre, c'est pour revenir donc, ce qu'on appelle analyste 1. Donc selon les banques, l'analyste c'est 2 à maximum 4 ans selon les banques. Et puis de même pour l'associate et de même en fait pour chaque grade, mis à part que c'est pas nécessairement automatique le passage, par exemple executive director, managing director. Donc ça c'est en senior, mais en junior, en tant qu'analyste, c'est vraiment faire les analyses financières, travailler. On peut travailler à la fois, ce que nous on divise en général nos tâches selon ce qu'on appelle des live deals ou alors du marketing. Et du live deal, ça veut dire qu'on est mandaté par une entreprise, que ce soit en sell side, en buy side ou pour un IPO. Donc on travaille avec un client, main dans la main, jusqu'à la finalisation donc, de la transaction. Et les tâches peuvent être diverses et on peut passer des heures sur toutes les tâches qu'il y a à faire. Et puis, on peut aussi travailler sur ce qu'on appelle du marketing, ça veut dire les meetings au quotidien qu'on a avec nos clients pour le suivi des clients. Et donc, à la fois, c'est quoi la différence quand on est analyste, quand on est asso ? L'asso, il va manager les analystes, il va faire les analyses qui sont plus poussées. Il va être entre les seniors et les juniors, il va drafter notamment les slides techniques. Et l'analyste, c'est lui qui va faire les... Après, ça dépend. Il y a des analystes qui sont très forts et qui font déjà le travail d'asso. Et puis, il y a des analystes qui n'ont pas nécessairement fait des stages en fusion-acquisition avant et donc qui vont apprendre petit à petit le métier. Et après, donc, le futur grade pour toi, c'est vice-président. Et quelle différence entre vice-président et associate ? Les vice-présidents, ils vont manager du coup et les associates et les analystes. Ils vont gérer tout un process. Donc eux, ils sont plus proches du client. Donc ils sont entre bien sûr les seniors déjà en interne et les juniors. C'est eux qui vont faire rouler et manager les process. Et puis ils ont un rôle aussi... Après, on a une exposition aux clients depuis analyste 1. C'est pas en arrivant en VP, mais c'est juste que les responsabilités changent et augmentent au fur et à mesure. Quels sont les horaires que tu as chez JP Morgan et plus largement en investment banking ? Il n'y a pas vraiment d'horaire. On fait pas du 9h-18h, on n'a pas des horaires fixes. C'est vraiment selon le projet. C'est vraiment selon... la transaction sur laquelle on est, selon les tâches de la journée, de la semaine. C'est un métier exigeant dans lequel on peut finir tard, mais on peut aussi finir tôt. On va pas rester pour rester, mais en même temps, on va pas partir avant d'avoir fini nos tâches et nos responsabilités envers nos clients.
par exemple, là, on est en fin de semaine, on peut le dire, même si la vidéo sort en milieu de semaine. Est-ce que tu peux nous raconter ta semaine, comment elle s'est passée, sans rentrer dans le détail des clients, etc., mais en termes d'horaire, comment cette semaine a été structurée pour avoir un ordre d'idée depuis lundi? En effet, il n'y a pas de semaine type ni de jour type en M&A, que ce soit en tant qu'analyste d'ailleurs qu'en tant qu'associate. Donc cette semaine, au vu également du contexte géopolitique, donc on avait pas mal de meetings clients, donc c'était un petit peu le rush en début de semaine. Donc de manière générale, au M&A c'est assez exigeant, mais c'est assez cyclique. Donc quand on a des grandes transactions, des meetings, donc on peut avoir des horaires plus exigeants et puis d'autres périodes qui sont également plus calmes. Donc là, le début de semaine était par exemple plus exigeant et la fin de semaine plus calme. Après, dans les tâches en eux-mêmes de ce qu'on peut faire, j'ai fait pas mal de valorisation cette semaine, que ce soit ce qu'on appelle nous des combination models, donc c'est potentiellement, si cette entreprise veut acheter ou merger avec une autre société, à quoi le proforma peut ressembler. J'ai fait des analyses liées notamment au contexte actuel. Donc ça peut, c'est quand même, c'est très diversifié. En tout cas, voilà ce qu'on peut faire. Toi, dans les missions que tu as, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les missions que tu réalises au quotidien? Moi, ce qui m'a toujours plu depuis le début, c'est l'exposition qu'on a. Donc on peut parler directement avec des CFO, des CEO. Je sens qu'il y a beaucoup de métiers dans le monde de la finance, mais très peu où on est en contact direct et on sent qu'on a un impact direct sur les sociétés et sur des personnes. Et on le voit surtout quand on travaille avec des entreprises où on travaille directement avec les founders de l'entreprise. Donc c'est toute une vie pour eux, leur entreprise. Et nous, quand même, on leur apporte une grande valeur ajoutée. Et c'est ça ce qui me motive le plus, de travailler vraiment main dans la main avec nos clients et de sentir que j'ai un impact sur une vie réelle, pas sur des chiffres ou des choses qui ne sont pas nécessairement quantifiables, mais on sent qu'on apporte de la valeur en tout cas. Okay. Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent quand on est en M&A, en tout cas quand on est analyste, on fait que des slides, on aligne des logos, est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? Pas du tout. Alors, on n'a pas besoin, d'abord, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'analystes pour aligner des logos. Après, ça dépend des banques, mais en tout cas, avec l'intelligence artificielle, on aligne très rapidement des logos, mais c'est pas du tout, c'est quand même bien plus poussé que ça. Et on apporte une vraie valeur ajoutée pour moi, pour le client, et une disponibilité, une exigence au quotidien et un esprit critique. Je pense, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la prépa. Moi, c'est en prépa que j'ai commencé à développer cet esprit critique. Et Centrale m'a beaucoup aidé avec ça, mais au quotidien, et ce qui est très important quand vous passez notamment vos entretiens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est d'avoir un esprit critique et de pouvoir connect the dots, comme on dit. À la fois comprendre le contexte géopolitique, comment ça impacte votre société en elle-même, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son business model, est-ce que ça fonctionne, est-ce que le management est bon, est-ce que le marché dans lequel ils évoluent, est-ce qu'il est en train de croître, quels sont à la fois aussi leurs compétiteurs, est-ce que eux, la société en elle-même, financièrement, comment elle se porte, c'est quoi son business plan. Donc tout ça, c'est des domaines qui sont très différents. C'est des métiers même qui sont en général très différents. Au sein de société, ce n'est pas les mêmes personnes qui gèrent tout ça. Mais nous, en tant que... Et l'analyste en premier plan, il doit connect the dots entre tout ça pour pouvoir produire justement, on parle de présentation, mais les PPT, c'est juste pour exprimer quelque chose. On n'a pas nécessairement besoin. C'est juste pour avoir un support visuel pour en parler avec le client. Mais l'idée en elle-même, c'est l'idée qui importe. Donc, tu penses que la prépa permet d'être meilleur analyste et d'être meilleur dans le secteur de la finance? On ne va pas dire meilleur, mais les compétences qu'on acquiert, donc à la fois l'exigence, la gestion de ces exigences-là,
quand on est jeune, c'est une gestion du stress au quotidien, des concours, etc. Ça reste et on l'apprend donc jeune, dès notre première année universitaire en prépa, et ça reste jusqu'à aujourd'hui, avoir cet esprit critique-là, parce que les concours, c'est pas du bachotage. Je pense que les personnes qui passent les concours et qui m'écoutent sur ce podcast penseront la même chose, que c'est pas en prépa, c'est plus le lycée ou le collège. Là, il faut vraiment réfléchir, notamment des matières, je me rappelle de la géopo, matière philo, même les maths. Il faut réfléchir et avoir cet esprit critique, justement. Et ça, oui, en effet, c'est très utile pour un analyste. Comment il évolue le marché aujourd'hui avec toutes les grandes transformations qu'on voit, qu'elles soient géopolitiques, environnementales, numériques, liées à l'IA aussi. Comment le métier et le marché évoluent ? La première évolution, je dirais, du métier, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle, comme de nombreux autres métiers. Mais en effet, moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, il n'y avait pas du tout d'outils d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en tout cas à JP Morgan, mais je suppose que les autres banques également, on a plusieurs outils qui nous rendent plus efficaces, pour pouvoir faire des analyses plus poussées que ce qu'on pouvait également faire, et de manière beaucoup plus rapide. C'est surtout ça, en fait, c'est la rapidité d'exécution qui est importante. Et je pense que ça, là, on est dans les débuts de l'intelligence artificielle, mais je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, ça va vraiment transformer, en tout cas, le métier. Après, par rapport aux clients, pas nécessairement. On travaille avec le même type de clients, mais en effet, les demandes, comme vous dites, par exemple, environnementales, maintenant, sont importantes pour les acquisitions. Notamment certains, par exemple, si on parle de fonds, il y a certains fonds qui vont intégrer ça quand ils souhaitent regarder de nouvelles entreprises pour leur portefeuille, ils vont intégrer des exigences, par exemple environnementales. Donc les clients vont intégrer des responsabilités RSE, par exemple, alors qu'il y a des années de ça, on ne parlait pas de RSE, par exemple, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même important. Donc c'est aussi les principales, je pense, évolutions du métier que je... Et comment JP Morgan a évolué en termes d'agilité, de process, d'outils depuis que tu es arrivé il y a quelques années maintenant ? Elle s'est énormément développée dans l'intelligence artificielle, et il y a eu des gros investissements, et on les voit pour en tout cas nous les juniors, mais aussi les seniors, énormément d'outils qui ont été développés, qui nous facilitent la vie, qui facilitent les process même en interne, mais aussi qui nous rendent... c'est une vraie différence, je trouve, que JP Morgan a, de s'être dès le début mis sur ça, et du coup d'avoir aujourd'hui quand même des outils qui sont plus développés que dans d'autres banques d'investissement. Après, je ne connais pas toutes les... Mais d'après ce que j'en parle avec des amis qui travaillent dans d'autres banques, en tout cas, je trouve que JP Morgan a fait énormément d'efforts là-dessus. Ok, très clair. Toi, qu'est-ce qui te stimule le plus au quotidien, qui te donne envie le matin, de te réveiller, d'aller au sein de JP ? C'est vraiment les clients. Moi, j'adore travailler avec des clients, et ce qui est très intéressant, on n'a pas parlé, c'est que nous, on travaille sous forme de projet. C'est-à-dire qu'on a toujours des nouveaux clients, un nouveau challenge. Donc, c'est vraiment une nouvelle opération, un nouveau sell-side, un nouveau buy-side, de nouveaux challenges. Donc, c'est ce que, principalement, je pense que ça, c'est très motivant parce qu'on apprend toujours. Donc là, depuis des années, il n'y a pas un jour, je pense, où je suis sortie de JP en soirée en me disant « j'ai rien appris aujourd'hui ». C'était ennuyeux. J'ai jamais, alors que mes amis qui travaillent dans d'autres secteurs, là, leur métier peut devenir maintenant, après quelques années d'expérience, un petit peu répétitif. Ils me disent je commence à m'ennuyer. Moi, je ne sais même pas c'est quoi l'ennui, je pense, en banque d'investissement, tellement on apprend tous les jours de nouvelles choses, et c'est toujours un nouveau challenge. Et surtout, on travaille avec des clients face à face, on ne travaille pas avec une machine ou sur un ordinateur, on travaille vraiment pour des personnes réelles, et on voit clairement, vous pouvez voir les transactions suite au journal, c'est quand même très valorisant de voir, j'ai travaillé sur ce projet-là pendant des mois, et voici le résultat maintenant, les journaux en parlent, voici ce qu'on a pu, dans le monde réel, en fait, apporter ce changement-là. Et je trouve ça très valorisant pour moi, en tout cas. Pourquoi, selon toi, le secteur de la banque d'investissement, du M&A, c'est quelque chose qui est très prisé des étudiants des top écoles françaises ?
Je pense que c'est un métier exigeant et que si on a fait prépa et grande école, c'est qu'on aime les challenges aussi, qu'on aime cette exigence et qu'on veut faire un métier qui nous remet, pas on remet en question, mais en tout cas qui reste toujours challengeant et stimulant. Voilà. Donc un métier qui reste toujours stimulant tous les jours et je pense que ça, c'est l'une des raisons principales. Quelles sont les difficultés ou les choses un peu plus complexes qu'il peut y avoir dans le métier ? Je dirais il faut avoir un esprit critique, comme je pense dans une bonne partie des métiers, mais surtout dans nos métiers, et avoir une certaine exigence et disponibilité aussi. C'est pas nécessairement complexe, mais il faut être au courant que voilà, il faut avoir quand même une certaine exigence avec soi-même et une disponibilité peut-être plus importante que dans d'autres métiers qu'on connaît des grandes écoles, en tout cas. Tu te vois où dans les prochaines années, d'ici 2030 par exemple, ou 2035 William sera où ? 2030, 2035, c'est loin quand même. Je vis pas sur le long terme, mais sur le court terme, je suis très contente de mon travail actuel. Donc je pense que je serai probablement, j'espère, vice-présidente à JP dans quelques années, dans ces prochaines années. Mais en tout cas, je pense que je serai toujours dans la banque d'affaires. En France ou dans d'autres bureaux de JP ? Pour l'instant, en France. J'ai fait Londres, j'ai fait la France. Pourquoi pas découvrir d'autres régions, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas réfléchi plus que ça. Ok, pas de souci. Pour les étudiants qui nous regardent, à quel moment on commence à se préparer en banque d'affaires ? Donc ça y est, on intègre la grande école, on est en grande école de management, en grande école d'ingénieur, en top université. À quel moment on commence à se préparer pour intégrer les top banques d'affaires ? Dès qu'on sait qu'on veut faire de la banque d'affaires. Donc si c'est dès la prépa, on se prépare dès la prépa. Si c'est dès qu'on arrive à l'EM Lyon, on se prépare dès qu'on arrive à l'EM Lyon. Notamment pour avoir les meilleurs stages possibles. Donc on peut faire ces premiers stages pour pouvoir préparer les stages par la suite en fusion-acquisition notamment. Et je pense dès qu'on sait ce qu'on veut. Notamment, n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont dans la banque d'affaires. N'hésitez pas de comprendre, en fait, c'est quoi les exigences. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça ? Qu'est-ce qu'on fait en day-to-day ? Et se préparer à ça dès le début, je dirais. Deux choses alors, on fait quoi pour se préparer ? Et ensuite, tu parlais de faire des stages ou autres. Quelles sont les expériences qui sont valorisées pour pouvoir ensuite prétendre intégrer des top banques d'affaires ? Pour se préparer, d'abord, n'hésitez pas à contacter les personnes du réseau qui font ce métier-là, d'avoir un coup de téléphone avec eux juste pour comprendre qu'est-ce qu'ils justement ils font exactement pour pouvoir vous préparer aux entretiens. Par rapport au stage, je conseillerais donc déjà commencer par la base. Donc la base, c'est la comptabilité, comprendre comment une entreprise fonctionne. Donc les métiers qui sont relatifs à ça. Moi, je sais que pas mal de personnes ont fait un premier stage en audit, par exemple. Et je trouve que ça aide à comprendre donc comment une société, dès le début, donc fonctionne, sa comptabilité. Après, bien sûr, tous les stages, que ce soit en fonds d'investissement, en M&A, donc tout ça, ça aide, bien sûr. Mais tout ce qui peut vous faire comprendre, en tout cas, comment le secteur fonctionne et de relier à la finance d'entreprise. Voilà. Quel cliché on peut avoir sur la banque d'affaires, ou tu avais peut-être sur la banque d'affaires et qui est finalement complètement faux ? Alors moi, quand je voulais faire de la banque d'affaires, je pensais que les gens étaient vraiment pas sympas, que voilà, ça va être ce qu'on appelait à l'EM Lyon des sharks, voilà. Alors que aujourd'hui, mes amis les plus proches et les amis avec qui je m'entends le plus, c'est des gens en banque d'affaires, c'est des gens très sympas. Et en fait, on n'y réfléchit pas, mais de la banque d'affaires, c'est d'abord de l'humain. Donc, c'est d'abord des relations avec des clients. Et si les gens ne sont pas sympas, je ne pense pas qu'ils vont avoir pas mal de clients que les gens veulent travailler avec eux. Donc, c'est une compétence quand même. Donc, en général, que les gens ont. Mais en tout cas, moi, au début, je pensais que les gens, j'allais tomber avec des gens vraiment pas sympas, etc. Alors que pas du tout. Quel conseil tu donnerais à des étudiants là, voilà, demain tu vas à l'EM, tu vas dans une école, quel conseil tu donnerais à des étudiants qui viennent d'intégrer l'école et qui se disent ouais, je veux intégrer JP Morgan, je veux avoir ton parcours qui est juste fou, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais de
se préparer et que c'est totalement possible déjà, et de juste de se préparer correctement, c'est-à-dire que d'avoir les bons stages, de contacter le réseau de l'EM Lyon, d'en profiter et puis de bien se documenter sur les différents métiers et de se préparer, comme on avait dit, sur les entretiens, sur le côté fit, qui est aussi important au-delà de la technique, et aussi bien sûr d'être dans les bons cours de l'EM Lyon. S'il y a encore les cours à la carte, voilà, n'hésitez pas à faire les cours de l'analyse financière, les cours de finance d'entreprise. C'est des cours qui sont très importants, d'en discuter avec les professeurs. N'hésitez pas d'avoir un esprit critique, notamment sur la comptabilité, sur les analyses financières. Et je pense que vous aurez beaucoup de chance avec ça d'intégrer une banque d'affaires. Merci beaucoup Yem pour l'échange, pour toutes les réponses que tu nous as apportées. On met également le lien du LinkedIn de Yem directement en description si vous souhaitez voir son parcours, échanger avec elle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser directement en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite également à aller consulter les autres épisodes de Jeune Deep. C'était Dorian de Pleine Grandes Écoles et on se dit à très bientôt.